Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous avons le plaisir et l'honneur ce soir d'accueillir Madame l'ambassadrice d'Arménie en France. C'est pour nous une grande joie et un grand honneur. Je remercie Monsieur le Président Bruno Retailleau d'avoir permis cette présence parmi nous ce soir de Madame l'ambassadrice. Et je vais laisser sans attendre la parole aux étudiants de sciences politiques qui organisent cette conférence et qui, selon la tradition de l'ICES, vont opérer à la présentation de nos intervenants. Merci beaucoup et bonne soirée. Madame l'ambassadrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le président de l'ICES, Monsieur le professeur Turtry, Monsieur Saradjian. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'Institut catholique d'études supérieures de Vendée pour la première conférence de l'année de Politeia, association des politistes de l'ICES. Depuis sa création en 2005, notre association a pour but de fédérer l'ensemble des étudiants en sciences politiques de notre institut autour d'un seul et même but, l'émulation intellectuelle, et je crois que cette soirée en est l'exemple. Avant de pouvoir entendre nos prestigieux invités, je tiens à adresser quelques remerciements. Tout d'abord, merci à l'ICES et à l'ensemble de son administration de nous avoir accompagnés dans la préparation de ce projet et de nous permettre d'organiser cette conférence dans ce bel amphithéâtre Richelieu. Je remercie également Sacha Perraudot et Com Gaudio pour l'organisation de cette soirée. Pour information, l'ICES propose d'organiser des échanges de correspondance avec les étudiants de l'Université d'État d'Erevan en licence 3 de français. Si cette proposition fait écho en vous, nous vous invitons à prendre contact avec l'administration de l'ICES qui vous donnera les contacts nécessaires. En tant que présidente de Politeia, je tiens tout particulièrement à remercier nos invités. En premier lieu, son Excellence, Madame Asmik Tolmadjan, ambassadrice d'Arménie en France, Monsieur Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, Monsieur Alexandre Saradjian, responsable culture de l'Union générale arménienne de bienfaisance à Nice, et M. David Turtry, docteur en géographie et professeur à l'ICES, qui ont répondu favorablement à notre invitation. Ce soir, nos invités échangeront autour de la question arménienne et vont nous permettre à tous de bénéficier d'une expertise approfondie et d'avoir des perspectives sur un sujet majeur de notre actualité, trop souvent négligé. L'Arménie, située dans la région du Caucase en Eurasie, est un pays qui a une histoire riche et complexe. Quelques éléments de contextualisation. L'Arménie est l'une des plus anciennes nations du monde, avec une histoire remontant à plus de 3000 ans. Ce pays du Caucase a été profondément marqué par le génocide qu'il a subi au début du XXe siècle, un terrible drame qui coûta la vie à 1 500 000 Arméniens sous l'Empire ottoman. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'Arménie est devenue une nation indépendante, mais qui continue à faire face à de nombreux défis. L'Arménie a été impliquée dans un conflit avec l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Malgré la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en 2020, la situation demeure complexe et nécessite une attention et une vigilance constante, comme l'illustre tristement le blocus du corridor de Latchine depuis plusieurs mois. Lors de cette conférence, nos invités exploreront également les perspectives futures de l'Arménie, à savoir les défis de la gouvernance, l'amélioration des conditions de vie de sa population et la modernisation de son économie. En 1916, à la suite du génocide, le grand écrivain français Anatole France écrivait « Le peu de sang qui reste à l'Arménie est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. » Mesdames et messieurs, chers amis, profitons pleinement de ce temps qui nous est offert par nos talentueux intervenants pour tenter de mieux comprendre ce beau et courageux pays aux portes de l'Europe. Je vous remercie. Chers camarades, chers collègues, chers amis, chers ICESiens, merci d'être là. Vous êtes un certain nombre ce soir. Je pense qu'on peut dire que vous êtes plus de 280, environ 300.
C'est honnêtement un grand honneur que vous nous faites, à nous, Politeia, et vous faites aussi honneur à l'ICES. L'ICES que je tiens à remercier avec son président et avec tout le personnel administratif qui, ce soir, nous permet d'organiser cette magnifique conférence. Donc je n'ai qu'un mot à vous dire, profitez. Pour la présentation des invités, comme vous le voyez et comme vous avez sûrement dû le voir, nous avons des invités d'exception, c'est le cas de le dire. Nous allons commencer par son Excellence, Madame l'ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Tolmadjian. Durant cette conférence, Madame l'ambassadrice va nous permettre de prendre de la hauteur sur la situation et de mieux comprendre les enjeux, aussi bien territoriaux que géopolitiques, liés à l'Arménie. La deuxième personne que je vous présente, et que vous devez sûrement connaître si vous êtes dissessien, c'est M. Turtry. M. Turtry est géographe, mais également spécialiste du monde caucasien, et plus particulièrement de la géopolitique russe et eurasiatique. M. Turtry, vous avez écrit l'ouvrage « Russie, le retour de la puissance » en 2021. Ce livre, qui depuis 2 ans est devenu une référence pour tous ceux qui souhaitent comprendre le fonctionnement de la politique internationale russe. Votre présence ce soir en tant qu'universitaire va nous permettre de mettre en lumière l'aspect historique, religieux, mais aussi bien politique de l'Arménie. Ensuite, M. Alexandre Saradjian. M. Saradjian est juriste en droit des affaires, formé à la faculté de Nice, mais il a une deuxième casquette, et cette deuxième casquette concerne sa responsabilité au pôle culture dans l'association UGAB à Nice. UGAB pour Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Nous laisserons Alexandre expliquer son rôle incessamment sous peu. Votre présence, Alexandre, ce soir, va permettre de mettre en exergue votre vision de terrain, mais une vision de terrain pas seulement humanitaire, mais aussi associative et tournée sur plusieurs plans, car vous êtes d'origine arménienne, vous et votre famille. Enfin, Monsieur le Président Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Monsieur Retailleau, vous êtes l'un des principaux hommes politiques, initiateur de la reconnaissance du génocide assyrien et assyro-chaldéen. Nous connaissons tous votre attachement pour l'Arménie. Vous vous y rendez de manière fréquente, afin de constater l'avancement de la situation sur place. Votre regard d'homme politique français, de sénateur, nous sera bénéfique, afin de comprendre les liens étroits qui nous unissent à l'Arménie. Je pense qu'on peut passer à la conférence à présent et qu'on peut les applaudir bien fort. Pour beaucoup, et j'en suis conscient, pour beaucoup d'entre vous, vous qui êtes à l'ICES ou vous qui êtes en études ou jeunes de manière générale, le sujet de l'Arménie est un sujet qui est, j'ai envie de vous dire, soit peu traité par les médias, voire même traité, mais de manière certainement biaisée. Donc ma première question, qui fera office d'introduction, mes 2 premières questions d'introduction, vont concerner l'Arménie et une présentation assez personnelle de nos invités. L'ordre de passage s'établira ainsi, c'est-à-dire que ce sera Madame l'ambassadrice qui commencera, Monsieur Turtry qui la secondera, ensuite Alexandre Saradjian et enfin Monsieur le Président Retailleau. Ma première question s'adresse donc à vous, Madame l'ambassadrice. C'est une question très simple que je vais vous poser, mais qui reste quand même compliquée. Qu'est-ce que pour vous l'Arménie, Madame l'ambassadrice? Merci. Je souhaite tout d'abord vous remercier bien sûr pour cette invitation, pour cette initiative d'honorer l'Arménie au sein de l'ICES. C'est avec beaucoup de plaisir, mais surtout aussi avec beaucoup d'émotion que je suis ici ce soir parmi vous, en ces terres vendéennes. Et je remercie chaleureusement le président de l'ICES et aussi Sacha et Anaël pour cette belle initiative. Merci beaucoup. L'Arménie, c'est difficile à répondre à cette question quand on est arménienne. Donc je représente l'Arménie en France. Mais l'Arménie, c'est un pays qui a une histoire plusieurs fois millénaire.
C'est un peuple qui vit au pied du mont Ararat, un mont biblique sacré, où atterrit l'arche de Noé, où le premier vigne a été planté par Noé. C'est un pays, c'est un peuple, c'est le premier État chrétien au monde. C'est un peuple qui a créé son propre alphabet en 405, un alphabet unique composé de 36 lettres pour pouvoir traduire la Bible. C'est un peuple qui a inscrit la chrétienté dans son identité nationale. Et malgré toutes les invasions, toutes les pressions extérieures, il a su toujours rester fidèle à sa foi et à sa langue. Étant à la croisée de grands empires, l'Arménie a eu une histoire riche mais mouvementée. Vous connaissez tous, et ça a été rappelé aussi, l'Arménie en 1915 a connu un génocide. L'Arménie, suite à un génocide, a été amputée de 9/10 de son territoire. De 300 000 km² de l'Arménie historique, aujourd'hui, c'est un pot de chagrin. En fait, c'est la portion congrue de l'Arménie qui est restée avec à peine 30 000 km². L'espace arménien est drastiquement réduit depuis la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, un grand vendéen, Clémenceau, qui faisait partie du mouvement arménophile, dénonçait déjà, dès la fin du XIXe siècle, 20 ans avant même le génocide, la monotonie désespérante des mêmes crimes, des mêmes récits, ce sont ces mots, des mêmes souffrances, par les mêmes méthodes et dans les mêmes circonstances qui étaient commises à l'encontre des Arméniens. Donc on parle de 1896, c'est seulement 20 ans après que la destruction planifiée du peuple arménien allait atteindre son apogée en 1915. En 1920, l'Arménie est devenue une république soviétique, a été soviétisée. Une partie de l'Arménie est devenue un État indépendant en 1918, donc une indépendance qui n'a duré que 2 ans et demi. Mais grâce à cette indépendance, le peuple arménien a su restaurer son indépendance, sa souveraineté nationale. Donc 2 ans et demi après donc la soviétisation de l'Arménie, où l'Arménie a continué à être un peu, encore une fois, victime aux enjeux géopolitiques, cette fois-ci entre la Russie, devenue communiste, et la Turquie kémaliste. Et surtout, en 1921, l'Arménie a été amputée de 2 de ses territoires, le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan. 2 provinces arméniennes avec une identité très forte, avec un patrimoine culturel extrêmement riche et avec une majorité de population arménienne. Le Nakhitchevan, en l'espace de 3 décennies, a été privé de toute sa population arménienne. Donc, une épuration ethnique à bas bruit. Le Haut-Karabakh, où 96% de la population était arménienne et qui était, comme le Nakhitchevan, donc donné par Staline, par la décision de Staline à l'Azerbaïdjan, sous la pression de la Turquie, a pu résister un peu mieux, mais de 96%, la proportion de la population arménienne est tombée dans les années 80 déjà à 76. Et donc pour pouvoir échapper de ce sort, du sort qui était préservé en Nakhitchevan, le Haut-Karabakh avait voulu déclarer son indépendance, se détacher de l'Azerbaïdjan pour pouvoir rester arménien. Donc aujourd'hui, c'est un conflit qui n'est pas réglé et la situation reste assez difficile, donc ce qui façonne aussi aujourd'hui l'actualité de l'Arménie. Mais je ne vais pas aller plus loin. Donc, pour résumer peut-être en une phrase ce qu'est l'Arménie, aujourd'hui l'Arménie, c'est un jeune État qui a célébré il y a 3 ans son 30e anniversaire de l'indépendance, mais le jeune État d'une vieille nation. Une vieille nation qui a une identité nationale forte et qui veut vivre, qui ne veut pas mourir. Merci. Un grand merci, Madame l'ambassadrice, pour cette réponse complète. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Tertri pour son analyse, pour ce qu'est l'Arménie, selon lui. Alors, ce qu'est l'Arménie, c'est un très vaste sujet qui sera difficile à traiter
ce soir, mais on a quand même la chance d'avoir ces 2 heures pour en parler. En tout cas, merci à vous, à l'association Politéa, d'avoir organisé ce très bel événement, et merci, Monsieur le Président, à Madame l'ambassadrice d'être parmi nous. Je vais prendre la suite en quelque sorte chronologiquement, parce qu'effectivement, il y a ce moment clé dans l'histoire de l'Arménie qui est celui de l'effondrement de l'Empire russe. Là, je vais parler plus de l'Arménie soviétique et post-soviétique, et moi m'occuper malheureusement de l'Arménie historique qui a disparu du fait du génocide arménien. Elle a dû donc, elle a commencé à construire une indépendance avec la problématique au XXe siècle de passer, je dirais, d'une logique d'empire à une logique nationale, qui n'est pas une problématique spécifique à l'Arménie dans la région. Les Azéris, les Géorgiens, et ils ne sont pas seuls, d'autres peuples dans la région, ont fait face à cette problématique. Dans une logique d'empire, les peuples cohabitent plus ou moins bien, mais il n'y a pas, au sein de l'empire, la question des frontières se pose moins que dans la construction d'États nationaux. Or, le problème, je pense, particulier pour les Arméniens dans ce qu'on va appeler le Sud-Caucase, qui à l'époque on appelait plutôt la Transcaucasie, c'est que c'est peut-être le peuple le plus dispersé, en tout cas le peuple qui est présent dans tout le Sud-Caucase. Par exemple, Tiflis, la capitale de la Géorgie qui va devenir Tbilissi, est peuplée de plus d'Arméniens que de Géorgiens à la fin du XIXe siècle. Donc il y a plus d'Arméniens que de Géorgiens dans la future capitale géorgienne. À Bakou, les Arméniens sont aussi extrêmement nombreux, sans doute à peu près à égalité avec les Azéris et les Russes. Et on a d'autres villes, d'autres régions dans lesquelles les Arméniens sont présents. Jusqu'à présent, on a une forte communauté arménienne dans le sud de la Géorgie, à la frontière avec l'Arménie contemporaine, mais on a aussi une forte communauté arménienne dans l'Abkhazie, dont vous savez peut-être qu'elle est l'objet d'un conflit séparatiste. Et donc cette logique d'empire qui passe à une logique nationale, elle est extrêmement compliquée à gérer pour tout le monde, parce que dans la logique nationale, il y a la tendance évidemment à une forme de regroupement des peuples, et ça se passe ça se passe relativement mal pour ces peuples. Déjà sous l'Union soviétique, ça a été évoqué, il y a progressivement une homogénéisation des populations dans les différentes républiques, et dans la mesure où les décisions, qui d'ailleurs ont été celles de Staline, mais les Anglais par exemple qui ont fait un bref séjour dans la région étaient aussi confrontés à savoir où est-ce qu'on met les frontières. C'était une question extrêmement épineuse, de savoir comment on construit cela. Il se trouve que l'Arménie a eu la malchance au début de l'ère soviétique que les bolcheviks s'étaient rapprochés des kémalistes pour des raisons tactiques. Et donc les arbitrages ont été défavorables à l'Arménie. Et donc dans cette logique de construction nationale, eh bien, chaque république soviétique avait plutôt tendance évidemment à favoriser le peuplement de ce qu'on appelle les nations titulaires, donc du peuple majoritaire ou censé l'être. Donc ça a impliqué cette évolution négative pour les Arméniens au Nakhitchevan et dans le Haut-Karabakh. Et à la fin de l'URSS, quand l'éclatement est en cours, évidemment, la question du Nakhitchevan, du Nakhitchevan certes, mais surtout du Haut-Karabakh se pose. Et les Arméniens réclament un changement de statut pour le Karabakh, voire, dans l'idéal, un rattachement à la République soviétique d'Arménie. Le problème, c'est que le centre soviétique est défavorable à cette revendication, parce que ça serait remettre en cause les frontières internes aux républiques soviétiques, et donc lancer un engrenage qui aboutirait à l'éclatement qui de toute façon a eu lieu. Donc ça n'a pas. Mais le centre soviétique est défavorable, et il y a un conflit qui débute
très violent entre les Azéris et les Arméniens pour le contrôle du Haut-Karabakh. Au début des années 90, les Arméniens ont le dessus pour différentes raisons, y compris parce qu'ils sont plutôt aidés d'une certaine façon par la Russie. Ils ont de bons officiers qui souvent avaient des bonnes positions dans l'armée soviétique. Et les Azéris disposaient d'un corps d'officiers moins compétent, étaient divisés et puis ont été touchés par une forme de guerre civile interne et ils ont perdu le conflit. Ce conflit il est resté non résolu pendant donc une trentaine d'années. Il a été gelé en quelque sorte. Il y a un processus dit de Minsk dans lequel les grandes puissances, y compris la France, tentaient de proposer des solutions à ce conflit, mais qui était un peu inextricable. Pour quelle raison ? Bien parce qu'il y a deux logiques qui s'affrontent dans la question du Haut-Karabakh. Il y a la logique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été mise en avant, notamment, on le sait, au début du XXe siècle, lors du traité de Versailles, par exemple. Et puis, il y a la deuxième logique, celle de l'intangibilité des frontières. Et le choix qui a été fait par la communauté internationale et très largement par l'Occident, puisque dans bien des cas, la communauté internationale, c'est plutôt un synonyme de l'Occident, en tout cas jusqu'à une période récente, ça a plutôt été de favoriser l'idée de l'intangibilité des frontières. Sauf que c'est l'intangibilité de frontières très spécifiques, puisque c'était des frontières internes à l'Union soviétique, et que la communauté internationale, finalement, défend des frontières qui ont été tracées par le pouvoir soviétique et même bolchevique, en fait, parce que c'est quand même vraiment les premières années de l'Union soviétique. Donc, on est dans une situation extrêmement particulière, et il se trouve que l'Arménie, en tant que république soviétique fédérée, comme l'Azerbaïdjan et la Géorgie, a obtenu l'indépendance, mais que le Haut-Karabakh, lui, avait un statut qui, en principe, dans cette logique de l'intangibilité des frontières, était rattaché à l'Azerbaïdjan. Et donc, pour résoudre ce conflit avec deux logiques différentes, mais dont celle qui prévaut dans les relations internationales à l'issue de l'éclatement de l'URSS est plutôt, là encore, défavorable à l'Arménie, eh bien, c'est assez inextricable. Et on a bien vu qu'en 2020, finalement, l'Azerbaïdjan a décidé, avec le soutien extrêmement fort et engagé de la Turquie, de reprendre les hostilités et de reconquérir une partie du territoire. Et je ne vais peut-être pas prendre trop d'avance sur la suite, mais on a constaté avec une certaine surprise, en tout cas voilà, des interrogations, une attitude russe extrêmement ambivalente sur le développement du conflit, qui a fait que l'Arménie s'est retrouvée de facto toute seule face à des adversaires très très soudés et déterminés. Merci Monsieur Tertri. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre Saradjian. On peut revenir à la diapo d'avant. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au bureau. Merci beaucoup pour cette invitation. Qu'est-ce que l'Arménie ? Comme Madame l'ambassadrice le disait, quand on est d'origine arménienne, c'est très difficile de le définir. Moi, je vais surtout aller sur un point, mais quelle Arménie et quels Arméniens ? Pour vous faire un peu un topo rapide, j'ai mis plusieurs cartes en haut. Vous avez la vieille Arménie antique, celle de Tigrane le Grand, qui a été un empire éphémère, qui a duré 40 ans. Vous avez eu différents royaumes, les Bagratides, les Orontides, etc., toutes ces familles royales. Vous avez même eu les Léontides qui ont un lien avec la France, mais on y reviendra plus tard. Et l'Arménie perd son État, il y a de ça 600 ans et quelques, même plus, avec l'arrivée des Ottomans. Pour ma part, je ne viens pas factuellement de l'Arménie qui fut l'ancienne Arménie soviétique. Mon Arménie, si je puis dire, et c'est là la complexité, c'est celle où s'est produit
en grande partie le génocide, même si, attention, l'Arménie actuelle a été fortement impactée par le génocide, et ça, c'est un fait incontestable. Ma famille, pour tout vous avouer, c'est à ce titre, surtout, je pense que Sacha, tu voulais m'inviter, ma famille a été touchée de plein fouet par ce grand crime. Les Arméniens l'appellent Menz Yeren, donc je vais peut-être un peu mal prononcé, mais voilà, c'est le grand désastre. Et c'est, on va dire, un espace assez grand sur lequel vous pouvez donc voir sur la carte qui est en bas donc tout ce qu'on appelle le Wilsonian Armenia. Donc vous avez Trabzon, vous avez le sud jusqu'au lac de Van, et donc le génocide s'est produit dans toutes ces zones ici. Et pour ma part, par exemple, nous venons de Trabzon, qui était le pont grec, puisque les Grecs ont aussi subi le génocide là-bas, avec les Assyriens, dont monsieur le sénateur a défendu la reconnaissance du génocide, et de cette Arménie cilicienne, donc on ne voit pas sur les cartes malheureusement, mais peut-être qu'on peut deviner qu'elle est sur le bord de ce qui est la Turquie actuellement et qui est méditerranéenne. Donc quelle Arménie, quels Arméniens? Il faut savoir que les Arméniens parlent déjà plusieurs dialectes. Pour ma part, par exemple, je parle le dialecte occidental. L'Arménie actuelle parle plutôt le dialecte oriental. Donc il y a toute une différence, si vous voulez, qui est notable. Le génocide a été vécu d'une façon. Mon arrière-grand-oncle, Dikran Chugurian, était un écrivain et directeur de rédaction, a été déporté et raflé le 24 avril, par exemple, au tout début du génocide arménien. Ce qui a conduit, en fait, ces Arméniens, et c'est là où je voulais en venir, ces Arméniens qui habitaient dans cette Arménie exsangue, ensanglantée, ces Arméniens-là ont fui vers l'Orient, plus profond, à savoir la Syrie, le Liban, l'Irak, etc., ou l'Occident, notamment la France, et en grande partie la France, où on a trouvé un refuge. Et en fait, si je vais terminer là-dessus, nous sommes devenus français puisque nous étions apatrides, nous étions des citoyens ottomans avant, n'ayant plus de nationalité, c'est par la suite qu'on est devenu français. Pour ma part, ma famille est devenue française par le sang versé, mon arrière-grand-père ayant été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour beaucoup d'Arméniens, il y a eu un long processus d'intégration, voire d'assimilation pour certains, et ça a donné justement une grande diaspora et une autre lecture, je dirais, une autre façon de vivre l'histoire d'Arménie, une façon de la vivre au travers en fait notre nouveau foyer, la France, avec qui on a un lien plus que charnel. Merci beaucoup, Monsieur Saradjian, pour cette réponse. Nous allons passer à notre dernier invité pour la première question de la soirée, Monsieur le Président Retailleau. Qu'est-ce que l'Arménie? Et le dernier intervenant, Alexandre, vient de parler d'un lien charnel. Avant de vous parler de ce lien charnel, je voudrais simplement adresser 2 remerciements. Le premier, c'est à vous. Vous êtes venus nombreux, alors qu'il y avait une concurrence, puisque ce soir se joue un des matchs de la Coupe du Monde de rugby, cher Asmik, contre l'Uruguay. Mais si j'ose dire, sans doute que les jeux sont déjà faits et ça vous a incité de venir ce soir. J'espère ne pas me tromper. Merci à vous d'être venus, vraiment en nombre. Et puis, merci. Je voudrais évidemment remercier son Excellence, l'ambassadrice Asmik Tolmaïdjan, d'être ici ce soir parce qu'elle devait se trouver en Arménie, en fait. Elle a totalement bousculé son agenda de ces derniers jours pour être ici, en Vendée. Et la Vendée, sur la carte du monde, représente quelque chose, différemment que l'Arménie, mais représente quelque chose, et je sais que ça vous tient à cœur. Elle est là pour vous, avec un vrai effort. C'est une ambassadrice qui est extraordinaire, qui est un vrai atout pour le gouvernement de l'Arménie, et qui a, malgré sa voix douce, un tempérament et un caractère très fort. Je le dis, mais je pense que son gouvernement serait mieux à même peut-être d'en témoigner. Merci, cher Asmik, d'être avec nous.
Alors en réalité, je suis venu à l'Arménie par un détour. J'avais créé au Sénat, il y a une petite dizaine d'années, un groupe de soutien, de solidarité pour les chrétiens d'Orient et les minorités qui sont persécutées. J'avais été à l'époque le premier parlementaire, c'était en août 2014. Vous savez que le Daesh proclame, al-Baghdadi proclame le califat en juin depuis Mossoul, en Irak. Et ensuite, dans les tout premiers jours d'août 2014, les Kurdes qui avaient la surveillance de cette plaine de Ninive, de Mossoul, mais aussi de toute cette grande plaine de Ninive dont la Bible parle, et les Kurdes se replient. Il y a les avancées des troupes de Daesh, et il y a toute cette invasion, il y a des crimes innommables, et notamment vis-à-vis de la communauté yézidi, etc. Et je me rends sur place, je me rends à Erbil à l'époque, et c'est là que j'ai un engagement très fort pour essayer d'apporter ma pierre à ce que je considérais comme un devoir de solidarité vis-à-vis de nos frères chrétiens d'Orient. Et puis, arrive en 2020 la guerre des 44 jours. Et là, quelque chose me surprend. Je connaissais mal l'Arménie, si ce n'est que j'avais les notions que tout bon Français devrait avoir, en tout cas, sur son histoire, sur le drame qu'elle avait subi, de génocide en 1915. Et là, je vois le début de cette guerre, et je vois qu'il y a une association, une mécanique qui se met en place entre l'Azerbaïdjan et la Turquie d'Erdogan. La Turquie, d'ailleurs, avait commandité 1 millier de mercenaires qui venaient notamment de la Syrie, mais qui avaient participé, bien sûr, islamistes, qui avaient participé au massacre en Iran et en Syrie. Et donc, c'est ce qui m'a d'abord attiré. Et très vite, l'ambassadrice m'avait convaincu qu'on devait faire quelque chose. J'étais très fier du fait que la reconnaissance du génocide arménien s'est fait en première lecture dans les années 2000, sous l'impulsion d'ailleurs du président Chirac, au Sénat. La première lecture de la loi de reconnaissance du génocide en France s'est faite au Sénat. Et 20 ans après, j'étais très fier que ce soit le Sénat qui porte, à travers le monde, si j'ose dire, cette petite lumière dans ce drame qui recommençait avec la guerre des 44 jours, pour essayer d'aider et de tendre la main au peuple arménien. Donc, qu'est-ce que l'Arménie pour moi ? C'est ce détour, d'abord à travers les chrétiens d'Orient, qui m'a amené à m'intéresser à l'Arménie, parce que j'y voyais, ça a été dit tout à l'heure, peut-être que la fille aînée de l'Église, et peut-être pas la France, mais l'Arménie, mais j'y voyais donc le premier royaume chrétien, et j'y voyais cette émergence, j'y voyais, je parle devant un géopoliticien, un professeur de géopolitique, j'y voyais vraiment la victoire de Samuel Huntington sur Fukuyama. Fukuyama, vous vous souvenez, c'est celui qui, lorsqu'il voit s'écrouler le mur de Berlin, lorsqu'il voit tomber l'Union soviétique, proclame que désormais on est arrivé au bout de l'histoire, et que la fin des fins, ce bout de l'histoire, en réalité, c'est la victoire définitive de la démocratie libérale sous les doubles auspices du marché et du droit. Voilà. Et avec une forme de paix perpétuelle et de prospérité aussi perpétuelle. Et puis, il y a Samuel Huntington qui dit non, l'histoire n'est pas terminée, l'histoire, c'est du tragique, et le moteur de l'histoire, ce sont les civilisations. Et on a cru qu'en réalité, l'avenir du monde, c'était l'occidentalisation du monde, mais pas du tout. Il n'y a pas de civilisation universelle, il y a des civilisations singulières. Hier, les idéologies ont été les ressorts de l'affrontement sur cette planète. Demain, les civilisations, à nouveau, seront les nouveaux ressorts de l'affrontement de cette planète. Et il faut bien savoir que l'Arménie est cette petite nation. J'en parlerai tout à l'heure, cette petite nation, mais avec une sorte de disproportion entre le nombre et en réalité ce qu'elle incarne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été semée par le hasard de l'histoire dans un des endroits les plus dangereux du monde, aux confins de 3 grands empires, l'empire perse, bien sûr, l'empire tsariste, puis soviétique, et l'empire ottoman, islamiste ottoman. Erdogan poursuit évidemment,
vous le savez parfaitement, sans doute des rêves de pan-turquisme, néo-ottoman, mais aussi un rêve très clairement islamiste. Et donc, j'ai vu que cette petite nation chrétienne portait en réalité l'étendard, notre étendard de notre civilisation, qu'elle était une sorte de vedette avancée dans ce Caucase du Sud. Et j'ai essayé d'apporter, comme je l'ai pu, ce que je pouvais apporter comme élu de la République. Et je terminerai pour peut-être vous le faire comprendre, parce que je crois que c'est Anaël tout à l'heure qui a cité, non pas Clémenceau, merci de l'avoir cité, il est vendéen Clémenceau, vous le savez, Asmic, qui a cité Anatole France, et qui a cité le grand discours d'Anatole France qu'il a prononcé au mois d'avril de 1916, soit pratiquement un an après la première phase du grand génocide arménien. Anatole France a eu la phrase qu'Anoël nous a tout à l'heure citée, mais c'est un discours que j'ai souvent relu. Et il y a une autre phrase qui m'est restée à l'esprit et qui peut-être rassemble ce que Clémenceau a voulu dire, ce que j'aimerais dire ce soir, et peut-être que vous allez le comprendre à travers les accents français d'un grand écrivain d'Anatole France. Il avait dit, en parlant de l'Arménie, il la qualifiait de notre sœur d'Orient. Et en faisant référence à 1915, il disait « c'est notre sœur d'Orient qui mourait parce qu'elle était notre sœur ». Pour ce crime d'avoir partagé nos mêmes sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimions, d'avoir cru ce que nous croyons, d'avoir pensé ce que nous pensions. Tel fut son crime inexpiable. Voilà. Merci à tous pour ces magnifiques réponses très complètes. La deuxième question d'introduction concerne maintenant un pays qui vous concerne tous, qui est notre pays, qui est la France. Et ma question est la suivante, qui concerne du coup Madame l'ambassadrice. Quels sont les liens qui unissent France et Arménie, selon vous ? C'est une relation unique, très particulière, très forte, qui unit l'Arménie et la France. Les premiers contacts entre l'Arménie et la France datent du 5e siècle. Ce sont les pèlerins. Mais la période la plus faste, la plus riche, la plus importante des relations franco-arméniennes date du 11e siècle. C'est entre 11e et 14e siècle, pendant les croisades, où il y a une vraie fraternité entre les rois arméniens et les rois francs. La langue française, elle est même la langue de cour au royaume arménien de Cilicie, avant bien même que la langue française soit déclarée comme langue officielle en France. Les derniers rois arméniens, ce sont des Lusigniens, donc français. Et le président Rataillot a rappelé, donc le dernier roi arménien, Léon V Lusignan, il rappelait tout à l'heure, il est enterré à la basilique de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. C'est le seul roi étranger qui côtoie les rois de France. Et puis, bien sûr, il y a eu Rousseau, Voltaire, qui s'habillaient en arménien, mais c'est surtout à partir du 19e siècle où il y a eu un vrai mouvement arménophile qui a commencé en France. Georges Clémenceau, Anatole France, Charles Péguy, Jean Jaurès, Romain Rolland faisaient partie de ce mouvement arménophile. Quand aujourd'hui je relis encore la préface de Georges Clémenceau, les articles qu'ils avaient publiés dans un journal qui s'appelait Pro-Arménia, ça montre à la fois la profondeur de la connaissance de l'Arménie qu'ils avaient, mais aussi un peu la répétition de l'histoire. À un siècle d'intervalle, on retrouve les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations, les mêmes drames et les mêmes inquiétudes. La France, c'est aussi le pays qui a accueilli des dizaines de milliers de rescapés du génocide arménien. Les Arméniens, infiniment reconnaissants à la France, et Alexandre Saradian l'a rappelé, et lui-même, il est un descendant de rescapés du génocide, les Arméniens étaient infiniment
reconnaissante à la France. Et le respect, le travail acharné, la loyauté et l'immense gratitude vis-à-vis de la France qui avait servi de terre d'accueil, qui a favorisé cette intégration exemplaire des Arméniens en France. Aujourd'hui, on peut dire l'histoire des Arméniennes de France est une histoire française. Et puis un symbole, je vous disais tout à l'heure, l'alphabet arménien qui a été créé en 405 par un moine comportait 36 lettres. Une dernière lettre a été ajoutée à l'alphabet arménien au XIIe siècle, la lettre F, pour pouvoir écrire France. L'histoire entre l'Arménie et la France, c'est aussi bien sûr une histoire d'amitié extraordinaire, qui est écrite par les hommes et les femmes, où notamment nous trouvons Charles Aznavour, un grand Français, un très grand Arménien, qui disait de lui-même que même si ça défie à toutes les règles d'arithmétique, il est français à 100% et arménien à 100%. Parce que c'est du sang arménien à 100% qui coule dans ses veines, parce que ses deux parents, sa maman et son père étaient arméniens à 100%. Mais y aurait-il plus français que lui? L'histoire d'amitié franco-arménienne, c'est aussi Misak Manouchian, un résistant arménien qui avait demandé 2 fois la nationalité française, donc un rescapé de génocide, un orphelin de génocide, qui arrive en France, qui demande à 2 reprises la nationalité française, qui lui est refusée, qui demande à 2 reprises d'être engagé dans l'armée régulière de la France, c'est refusé, il s'engage dans la résistance. Et il donne sa vie, le sacrifice ultime, pour la liberté de la France. Misak Manouchian était aussi un poète qui avait traduit Hugo, Lamartine, qui écrivait en français et en arménien. Il est mort apatride parce que, comme Alexandre Saradjian avait rappelé, il n'avait pas la nationalité arménienne parce que c'était un Arménien qui était un sujet ottoman, donc il n'avait pas la nationalité arménienne, mais qui n'avait pas non plus obtenu la nationalité française. Donc c'est un apatride qui, pour la première fois, fera son entrée dans le temple des grands Français, au Panthéon. Donc, le président de la République avait annoncé la panthéonisation de Misak Manouchian qui se fera, on l'espère vivement, le 21 février prochain, donc le 21 février 2024. L'histoire de l'amitié franco-arménienne, c'est aussi Henri Verneuil, comme le président Rataillot avait rappelé une fois aussi au Sénat. Donc, ce sont aussi tous les jeunes franco-arméniennes qui sont français à 100%, comme Aznavour, mais qui restent à 100% fidèles à leurs origines, à leur culture, et qui sont de ponts vivants entre l'Arménie et la France. Et l'histoire de l'amitié franco-arménienne, c'est aussi bien sûr la reconnaissance par la France du génocide arménien en 2001, comme le président Rataillot l'a rappelé, premier pays au monde qui a donné force de loi à la reconnaissance du génocide arménien. Et l'amitié franco-arménienne, c'est aussi cette résolution historique qui a été adoptée au Sénat en 2020, quelques semaines après la guerre de 44 jours, à l'initiative du président Rataillot, à la quasi-unanimité au Sénat, 305 voix sur 306 sénateurs, en demandant au gouvernement français de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh, sachant très bien que c'est la seule solution qui peut préserver l'arménité du Haut-Karabakh, qui peut assurer à son peuple le droit de vie en paix et dans la dignité sur ses terres ancestrales, dans le respect de son histoire, de sa civilisation, de sa culture et de ses traditions. Donc, je vous remercie aussi de votre présence nombreuse ici ce soir. C'est aussi un témoignage de l'amitié franco-arménienne. Votre présence, votre intérêt, votre sensibilité sur l'Arménie, ça fait partie aussi de cette histoire et de l'amitié franco-arménienne. Je vous remercie. Merci Madame l'ambassadrice. La parole à Monsieur Tortry. Alors, je ne vais pas évidemment répéter tout ce qui a été dit et
et venir peut-être sur un autre terrain pour être complémentaire. En tout cas, rappeler effectivement que l'Arménie a donné beaucoup de grands hommes à la France et que la France est un des pays d'accueil d'une partie importante de la diaspora. Il y a quelques grands pays dans lesquels la diaspora arménienne est à la fois nombreuse et joue un rôle majeur dans le pays d'accueil, et la France en fait partie, donc c'est un grand honneur pour nous. Peut-être pour revenir un petit peu sur les questions un peu politico-géopolitiques, du rôle de la France ou du non-rôle de la France dans le conflit que connaît l'Arménie avec ses voisins en réalité, mais principalement avec l'Azerbaïdjan. Il est intéressant de voir que le Parlement, et tout particulièrement le Sénat, a été extrêmement actif et visible sur ce conflit, en demandant y compris la reconnaissance d'une indépendance du Haut-Karabakh qui, paradoxalement, et là peut-être que Madame l'ambassadrice nous expliquera, n'a pas été reconnue par l'Arménie elle-même. Donc voilà, ça pose on se pose des questions sur cet aspect de la politique de l'État arménien, mais ça c'est une parenthèse. Surtout on voit un Parlement, des parlementaires français qui sont sensibles à la cause de l'Arménie, mais on constate que du côté médiatique, c'est beaucoup moins convaincant et que les médias français sont occupés, alors certes, il y a un conflit majeur à l'heure actuelle qui se déroule sur le sol européen, une guerre de haute intensité dont l'ampleur n'avait pas été connue depuis longtemps. Certes, des conflits à l'échelle de la planète, malheureusement, il y en a d'autres, mais tout de même, la sphère médiatique française semble assez timide sur la couverture de ce conflit. Et puis, de l'autre, on a le gouvernement, les autorités de l'État français qui tente, je dirais, c'est plutôt une politique erratique. On est un peu présent et puis on l'est moins. Et donc la ligne française portée au plus haut niveau de l'État sur ce conflit, de mon point de vue, n'est pas très lisible. Elle est sans doute peut-être pas très lisible, y compris parce que notre politique extérieure, comme vous le savez, est de plus en plus dépendante de la politique qui est définie dans d'autres lieux, et tout particulièrement à Bruxelles. Or, l'Union européenne, elle regarde cette région d'un œil, je dirais, très pragmatique, peut-être un peu trop. Elle regarde cette région du point de vue notamment des questions énergétiques. Or, comme vous le savez, l'une des grandes problématiques de l'Union européenne depuis des années en réalité, mais tout particulièrement avec le conflit ukrainien et la rupture partielle des relations énergétiques entre la Russie et l'Union européenne est à la recherche de fournisseurs alternatifs, tout particulièrement pour ce qui est du gaz. Et il se trouve que l'Azerbaïdjan est un producteur relativement important. L'Azerbaïdjan ne pourra pas remplacer la Russie, mais est un producteur de gaz, de pétrole, mais surtout, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'Union européenne, de gaz, avec la construction d'infrastructures depuis une vingtaine d'années qui permettent d'alimenter notamment le sud de cette Union européenne en gaz azéri et accessoirement en pétrole également. Et cet aspect de réel politique, malheureusement, il est quand même assez fort et il incite l'Europe à une attitude, disons, de très grande prudence, voire de retrait en réalité vis-à-vis de ce conflit, parce qu'il y a aussi ces intérêts économiques qui jouent fortement dans le conflit. Et je pense que la France n'est pas particulièrement concernée par le gaz azéri, ni par son pétrole d'ailleurs, pas directement. Elle a d'autres fournisseurs et d'autres solutions, mais qu'elle est dépendante aussi un petit peu de cette voie collective européenne, y compris dans cette région du Caucase. Merci Monsieur Tortry, vous avez soulevé des points assez intéressants. Maintenant la parole à Alexandre Saradjian. Merci Sacha. Je vais y répondre en deux grands volets, si on peut passer sur les
régie, sur s'il la vous plaît. deuxième, sur l'autre. Oui, je vais y répondre en deux grands volets. Une partie, je veux bien, une partie sera plus portée sur mon engagement associatif, donc au sein de l'Union générale arménienne de bienfaisance de Nice, donc qui est l'une des plus vieilles organisations arméniennes du monde, qui a été créée en 1906 par Boros Noubar Pacha, qui était un Arménien originaire d'Égypte. Donc là, vous voyez en haut, c'est la mission humanitaire qu'on a faite. Donc je vais répondre plus sur le plan humanitaire, malgré, on va dire, une aparté juridique aussi, puisque il faut savoir que, bon, j'ai la casquette de juriste à côté, il faut savoir que la France et l'Arménie partagent aussi un patrimoine juridique commun, notamment la première constitution de la Troisième République d'Arménie, donc celle qui est actuellement en vigueur, bien qu'elle a été modifiée par la suite, a été inspirée très fortement par la constitution de la Ve République française, et notamment des groupes de travail de juristes franco-arméniens y ont participé. Et ça a donné par exemple des similarités juridiques entre le Conseil constitutionnel français et la Cour constitutionnelle française, enfin arménienne. Donc vous avez tout un volet de liens juridiques entre la France et l'Arménie, des pratiques juridiques qui sont assez intéressantes, qui sont liées aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, qu'on adhère ou pas à ce qui est fait, il y a ce lien-là. Mais il y a toute une partie de volet juridique qui est intéressante et qu'on avait traité au sein de l'Union générale arménienne de bienfaisance dans une chronique justement avec la Radio chrétienne de France. Pour revenir à l'association, il y a aussi un lien associatif très puissant entre la France et l'Arménie, aussi bien par les organisations arméniennes présentes en France ou en Arménie, mais aussi des associations françaises qu'on a vues tout à l'heure au Forum des associations, comme l'Œuvre d'Orient, où ils n'étaient pas là, mais il y a SOS Chrétien d'Orient également. Donc nous, c'était au titre de l'Union générale arménienne de bienfaisance. Donc ici, c'était une mission d'urgence que nous avons effectuée en Arménie, une mission d'urgence puisque nous allons y venir. Il y a ce cas de l'Artsakh ou Haut-Karabakh, qui a causé, on va dire, une guerre, enfin plusieurs guerres, et la dernière en date de 2020 a fait beaucoup de réfugiés en Arménie, et donc il y a eu une mission d'urgence qui a été portée par les équipes niçoises de l'Union générale arménienne de bienfaisance, donc UGAB, ce sera plus rapide que je le dise, et donc vous nous voyez ici avec, on va dire, l'équipe niçoise. On a fait à peu près 500 colis alimentaires et de produits de première nécessité, donc ça touchait à peu près 4000 personnes. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont dans des situations, il faut en être conscient, puisque monsieur le sénateur parlait de la civilisation tout à l'heure, c'est un enjeu civilisationnel, donc c'est des gens qui ont un lien avec nous par cette guerre, et c'est beaucoup de familles qui ont été touchées. Les hommes sont en combat, beaucoup de femmes ont fini ont fini veuves ou avec 2-3 enfants à charge, et donc il y avait un besoin humanitaire urgent pour ces populations-là, et c'est à ce titre que nous sommes partis donc en Arménie, et il y a encore des missions qui sont effectuées. Donc ça, c'est aussi un engagement de la France, hein, il faut le savoir, puisque nous sommes partis avec l'appui du département des Alpes-Maritimes, donc de Charles Génési et Eric Ciotti, donc nous avons pu porter un secours d'urgence sur l'Arménie et auprès de ces populations. Et je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit le docteur Tertri, qui est très intéressant sur l'Union européenne et sa place stratégique. Si on peut aller sur... je crois que c'est ici. C'est bon. Alors il y a 2 points que je rappelle souvent au niveau de l'Union européenne. C'est la mission qui se déroule actuellement donc aux frontières de l'Arménie, qui est une mission de surveillance civile, et il y a ce grand trouble, je dirais ce grand trouble qui est causé pour beaucoup de Français d'origine arménienne, que vous voyez sur cette image qui est très lourde à porter, et je l'ai rappelé souvent dans les mobilisations que j'avais faites à Nice, ce lien qui est, et que Jean Jaurès, il y a plus de 100 ans, décriait déjà par une forme d'hypocrisie gênante de certains dirigeants européens qui ont choisi la raison économique et diplomatique plutôt que la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Et donc c'est justement cette Union européenne avec Madame von der Leyen qui fait des contrats gaziers et qui cause effectivement
troubles au sein de pas mal d'associations franco-arméniennes, etc. Donc voilà, c'était pour faire un petit point, et je pense que le docteur Tartry a expliqué beaucoup de tenants et d'aboutissants de cette position. Merci beaucoup Alexandre. Maintenant la parole au Monsieur le Président Retailleau. Donc sur les liens, toujours entre la France et l'Arménie. On aura compris que entre la France et l'Arménie, il y a une question de fidélité. Il y a une fidélité française à l'Arménie qui a été depuis très longtemps dans notre histoire portée de génération en génération, mais aussi beaucoup par des intellectuels. Beaucoup par des intellectuels. Clémenceau est certes un homme politique, mais c'était aussi en tout cas un journaliste, un intellectuel. Et jusqu'à récemment, quand on voit des gens comme Michel Onfray, on en parlait à table, Sylvain Tesson et bien d'autres. Il y a cette fidélité française. Et pourquoi il y a cette fidélité française ? C'est parce que le peuple arménien est un peuple frère auquel nous sommes liés, je crois, par des liens aussi bien d'affection historique, multiséculaire, et de civilisation. Je voudrais très rapidement en citer quelques-uns. En 2018 s'est déroulé le sommet de la francophonie à Erevan. Et vous savez que nous sommes une patrie littéraire. Notre identité est très largement dans notre langue. Patrie littéraire. Mona Ozouf a fait un très joli livre, si vous ne l'avez pas vu, il faut le lire. Tocqueville, dans un des livres, il explique la Révolution française, et le chapitre, c'est comment est-ce que des hommes de lettres, au milieu du XVIIIe siècle, devinrent les hommes politiques les plus importants de leur temps. Vous voyez, cette patrie littéraire, cette langue qui est notre identité, et donc on a ce partage en commun. J'ai jamais vu, c'est rare, aussi loin de la France, d'entendre parler français autant et aussi bien finalement qu'en Arménie. Et ça, c'est un lien puissant. C'est aussi un lien qui s'est exprimé après le génocide. Beaucoup d'Arméniens rescapés ont trouvé en France un refuge dans un premier temps, mais leur foyer dans un second temps. Et ils se sont totalement assimilés. On parle beaucoup de migration. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces questions, évidemment. Mais là, on a un exemple d'un peuple qui, chassé de sa terre natale, chassé de sa terre originale, est venu chez nous et naturellement, en réalité, naturellement, ils se sont assimilés pour devenir 100% français, comme disait Charles Aznavour. Et vous avez cité, cher Asmik, bien sûr, les chansons de Charles Aznavour qui sont superbes, y compris quand elles sont interprétées par Johnny Hallyday ou par d'autres. Les films d'Henri Verneuil, bien sûr, les compositions de Michel Legrand. Voilà, Isaac, bien sûr, Manouchian, qui va rentrer apatride et qui va être panthéonisé. Il est mort sur le mont, fusillé par les Allemands nazis au Mont Valérien en février. Et il sera panthéonisé bientôt. Donc tout ça, ça n'est pas rien. Et ces liens-là, on doit les faire vivre. Et je pense, moi, que dans notre engagement, en tout cas dans mon engagement, j'ai aussi ce sentiment d'être habité par cette fidélité française. Je suis français, je suis élu français de la République française. Et justement, je dois aussi honorer, dans cette lignée d'une tradition entre nos deux peuples, les devoirs que j'ai comme français vis-à-vis de l'Arménie. Et je pense que c'est important. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui nous distingue, c'est que quand on est français, on a le soin du monde. Il y a très peu de nations au monde qui sont tournées naturellement à l'extérieur d'elles-mêmes. C'est sans doute notre universalisme. Et du coup, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Vous vous souvenez de ce poète de l'Antiquité tardive, mais rien de ce qui est inhumain, quand on est français, ne doit nous être étranger. Et le peuple arménien a subi un génocide. Voilà. Et c'est quelque chose qui, dans nos cœurs de Français, dans l'âme française, a une résonance particulière. Parce qu'il y a cet engagement de la nation française, depuis très longtemps, avant même la République, dans le soin du monde, pour des intérêts qui dépassent les seuls intérêts de notre nation. Voilà ce que je veux dire, et c'est important. On partage peut-être aussi cette idée que nous, à part Charlemagne, mais notre forme collective, notre existence collective, c'est toujours incarné non pas dans un empire, mais dans une nation, dans un État-nation, tout comme vous. Vous avez eu, et on a eu, à divers moments de notre histoire, à lutter contre des visées impériales, tout comme l'Arménie. Nous, c'est l'histoire de la nation contre l'Empire.
une histoire toujours recommencée de David contre Goliath, de la force contre la loi, des frontières, parce qu'un empire n'a pas de frontières. Une nation a des frontières déterminées. Quand vous êtes un empire, il y a un glacis, rien n'est déterminé. Ce qui fait que vous êtes toujours dans une dynamique de conquête, tout comme l'est aujourd'hui. On en parlera peut-être tout à l'heure, M. Erdogan et ce nouveau empire néo-ottoman. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre réponse. Maintenant, nous allons passer à une partie un peu plus technique, mais qui a déjà été évoquée par nos invités. Nous allons rentrer dans la partie du conflit. Pour vous recontextualiser les choses, même si M. Tertri est déjà revenu assez bien dessus, l'Azerbaïdjan, c'est pour vraiment vous donner des notions. L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont livrés une première guerre intense entre 1988 et 1994. Cette guerre est remportée par les Arméniens. Ensuite, une deuxième guerre éclate à l'automne 2020. Donc je pense que vous avez tous déjà entendu parler de celle-ci. Avant l'annonce d'un cessez-le-feu la même année. Toutefois, cette guerre est dominée par les Azerbaïdjanais. Le principal problème de cette guerre, et le casus belli, on peut le dire, est la zone de l'Artsar, le Haut-Karabakh, où patrouillent en 2020 des forces de maintien de la paix russes et russophones, et où vivent les Arméniens de souche. Vous me dites si je me trompe, mais on les comptait déjà à l'époque autour de 120 000 individus qui ne voulaient pas devenir citoyens azéris. Les deux pays voisins sont toujours dans une situation, vous vous doutez bien, de tension extrême. Et donc, comme l'a très justement mentionné Alexandre Saradjian, sur la photo précédente, on voit le président Aliyev et Ursula von der Leyen. En juillet 2022, un contrat gazier très lucratif a été signé entre les deux parties afin de court-circuiter l'ennemi, si on peut l'appeler comme ça, l'ennemi russe. Donc ma première question, enfin ma troisième question, sera quelle est la place de la France et de l'Union européenne dans ce conflit arméno-azerbaïdjanais? La parole est à Madame l'ambassadrice Asmik Tolmadjian. Merci Sacha. Et la France, depuis 1994, fait partie de la coprésidence du groupe de Minsk. Qu'est-ce que c'est la coprésidence du groupe de Minsk? Pour trouver le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, la communauté internationale, et notamment l'OSCE, mandate 3 pays, la France, la Russie et les États-Unis, donc qui forment cette coprésidence de groupe de Minsk. Pourquoi groupe de Minsk? Parce que cette coprésidence et ce groupe devraient préparer une conférence de paix en Minsk. Cette conférence n'a jamais vu le jour, mais le nom du groupe est toujours resté donc groupe de Minsk, qui était coprésidé par la France, la Russie et les États-Unis. Donc 3 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Et depuis 1994, et cette date elle est importante parce que la première guerre qui a été rappelée avait été conclue par un cessez-le-feu en 1994, donc dès la signature de cessez-le-feu, il y a ce format de négociation, ce cadre de négociation qui est mis en place pour trouver la solution pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Des négociations qui se font pendant des années, des décennies. Par moments, on se croit d'être très proche du règlement, notamment en 2001, où il y avait des négociations qui étaient menées à l'initiative avec la participation du président Jacques Chirac. Plusieurs rounds de négociations à Paris, où le président Chirac, à l'époque, avait demandé au président arménien est-ce qu'il voulait l'indépendance du Haut-Karabakh ou préserver aussi la zone de glacis un peu qui était de sécurité qui était autour. Et le président de l'Arménie avait répondu clairement
ce qu'ils souhaitent, c'est de sécuriser le Haut-Karabakh, c'est d'assurer la survie de la population arménienne du Haut-Karabakh sur ses terres ancestrales. Le président azerbaïdjanais lui-même, à l'époque, Heydar Aliyev, qui est le père de l'actuel président de l'Azerbaïdjan, parce qu'il faut savoir aussi, et c'est un fait, il y a une règne presque sans partage d'une demi-siècle de la part de la famille Aliyev en Azerbaïdjan. Donc le père Aliyev avait compris aussi que son peuple aussi, que son pays aussi a besoin de la paix. Donc il avait accepté la proposition qui était faite par le président Chirac de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh ou son rattachement à l'Arménie. Là, on parlait d'un règlement définitif du conflit qui pourrait créer la possibilité d'une paix durable et d'une sécurité durable dans le Caucase du Sud. Sauf que l'Azerbaïdjan, à l'époque, avait fait marche arrière. Et un ambassadeur français en Arménie, je pense, avait assez bien résumé aussi pourquoi, disait, parce que c'était la fin de règne donc de Heydar Aliyev, le père de l'actuel président. Après, il y a eu la transmission du pouvoir à son fils. Et son fils, donc l'actuel président, Ilham Aliyev, au début était très faible et sans trop de légitimité pour imposer une paix à son peuple. Mais après, il est devenu très riche grâce aux hydrocarbures et très arrogant pour accepter la paix. Depuis, une politique arménophobe extrêmement violente avait été mise en place par les autres autorités azerbaïdjanaises. Et tous les organismes chargés des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, critiquaient l'Azerbaïdjan pour cette politique violente d'arménophobie qui renforçait, ce sont les mots de ces organismes, le risque, la récurrence de violence et de la guerre dans la région. Je vais peut-être répondre à la question aussi du professeur Tertri. Pourquoi l'Arménie n'avait pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh? C'est une bonne question, c'est une vraie question et c'est une question qui se pose souvent. Parce que dès le départ, peut-être par naïveté, les Arméniens étaient très attachés à préserver, à rester fidèles à la légalité. Parce que quand le Haut-Karabakh demande son rattachement à l'Arménie ou à son indépendance, c'était en respectant à la lettre la législation qui était en vigueur à l'époque. La première décision du Conseil régional du Haut-Karabakh, ça date de 1988, on est encore en pleine période soviétique. Il y a quelque chose d'inédit, absolument inédit, qui s'était passé à l'époque. Vous savez très bien qu'à l'époque soviétique, c'est un État totalitaire. Toutes les décisions sont prises par le parti avec un système extrêmement vertical. Donc tout vient de Moscou, tout vient de Politburo. Et là, c'est quelque chose absolument inédit. Et quand on regarde Le Monde, Le Figaro, qui publiait des articles, ils étaient tous stupéfaits qu'il y ait une région autonome du Haut-Karabakh qui adopte une résolution, une décision, de façon démocratique, à la majorité, qui n'est pas dictée par Moscou, sans accord avec Moscou, et qui demande juste de mettre en œuvre, d'appliquer 2 articles de la Constitution soviétique. Donc, c'est 1988, là, on est en période soviétique, donc c'est la Constitution soviétique qui est en vigueur. Et la Constitution soviétique prévoyait qu'une région autonome, et c'était le statut dont jouissait le Haut-Karabakh, pourrait changer sa juridiction. Il pourrait être transféré d'une république soviétique à l'autre si les deux acceptaient l'adhésion. Et donc, le Haut-Karabakh demandait à Moscou, à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie de reconsidérer ce transfert parce qu'il y avait une injustice historique et qui ne correspondait pas non plus à la population ethnique. La réaction de l'Azerbaïdjan, 3 jours après cette décision, ce sont des pogroms. Et pour la première fois encore dans l'Union soviétique, pendant 3 jours, il y a des violences, il y a des meurtres, il y a des pogroms, il y a des viols, sans que personne bouge. La police soviétique, elle est inactive, observateur. Et c'est là où Andrei Sakharov, le prix Nobel de la paix, avait dit, donc, et ces pogroms se passent à Sumgait,
C'est dans une ville industrielle, à une trentaine de kilomètres de Bakou, de la capitale azerbaïdjanaise. Donc c'est tout près, c'est pas très loin. Donc tout le monde le voit, tout le monde le sait, pas de réaction. Et c'est là donc où Andrei Sakharov dit, si avant les pogroms de Sumgait, quelqu'un pourrait encore peut-être imaginer que le Haut-Karabakh pourrait être laissé dans le giron de l'Azerbaïdjan, après ces pogroms, plus personne ne pourrait avoir le droit moral pour une telle affirmation. Après les pogroms de Bakou, de Sumgait, il y a eu des pogroms à Bakou, dans la capitale azerbaïdjanaise, où il y avait plus de 200 000 Arméniens qui vivaient, et dans beaucoup d'autres villes de l'Azerbaïdjan. En 1991, l'Union soviétique s'effondre, et il y a une loi soviétique qui préconise aussi que si une république soviétique proclame son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, toutes les régions autonomes qu'il a dans son sein peuvent décider eux-mêmes leur destin. Est-ce qu'ils veulent rester au sein de cette république indépendantiste, proclamer leur indépendance ou rester dans l'Union soviétique? Et donc, c'est au moment où la République soviétique de l'Azerbaïdjan proclame son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, la région autonome du Haut-Karabakh, en respectant à la lettre la législation soviétique en vigueur, proclame aussi son indépendance. Mais comme on n'est plus dans l'Union soviétique parce que c'est effondré, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont devenus des États à part entière, donc du sujet du droit international. Là, cette fois-ci, la réaction de l'Azerbaïdjan ne sont pas des pogroms limités, mais c'est une vraie guerre qui dure pendant 2 ans. Il n'y a aucune guerre dans la région du Sud-Caucase que l'Arménie a commencé ou déclenché. Toutes les guerres sont faites par l'Azerbaïdjan, sauf que la guerre de 92-94, qui avait commencé, qui était extrêmement douloureuse pour les Arméniens, avec une situation extrêmement difficile pendant des mois, des années, finalement se solde par une défaite de l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh arrive à assurer sa survie et sa sécurité. Et donc, c'est le cessez-le-feu qui est signé en 1994 qui aboutit donc à ce processus de Minsk. L'Union européenne, pendant très longtemps, a contesté la place de la France au sein de la coprésidence. Souvent, elle pensait que c'était un accident de l'histoire. Cette place revenait à l'Union européenne à titre permanent ou à une présidence tournante. Mais l'Arménie avait été toujours persuadée que ce n'était pas un accident, c'était légitime, c'était justifié, parce que l'Union européenne n'est pas une puissance, l'Union européenne n'est pas une puissance militaire, et c'est la France qui est un État-nation, c'est la France qui siège aux Nations Unies, et c'est la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que cette coprésidence, la présence de la France au sein de la coprésidence française, pour l'Arménie était extrêmement important. C'était un gage, une garantie que les intérêts arméniens ne seraient pas bafoués. D'autre part, ça a été aussi, dans une certaine mesure, un frein pour la relation bilatérale franco-arménienne. Parce que la France était extrêmement attentive pour garder sa neutralité absolue, pour ne donner aucun prétexte à l'Azerbaïdjan pour critiquer la France, pour contester sa présence au sein de la coprésidence. Donc aujourd'hui, dans le contexte de l'après-guerre, en fait, si vous voulez, pendant les 2 dernières années qui précédaient la guerre de 2020, il n'y avait plus aucun déplacement des coprésidents du groupe de Minsk dans la région. Prétexte Covid, mais quand on sait qu'il s'agissait que de 3 coprésidents qui pourraient quand même trouver le moyen pour se déplacer, mais cette coprésidence était assez malmenée parce que la Russie aussi voulait plutôt régionaliser et laisser et garder la France et les États-Unis un peu à distance. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation que nous avons dans le Karabakh, c'est l'échec des efforts internationaux, c'est l'échec de la communauté internationale, c'est l'échec des négociations qui n'ont pas abouti. Mais je n'ai pas répondu à la question pourquoi l'Arménie donc n'avait pas reconnu. Parce que l'Arménie
avait toujours persuadé, encore une fois, peut-être par naïveté, peut-être par erreur, qu'il fallait être bon élève du droit international, qu'il ne fallait pas prédire l'issue des négociations avant le terme des négociations, que la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh, c'est quelque chose d'inévitable, mais qui viendrait au terme des négociations. Vous pouvez aussi demander pourquoi l'Arménie aussi, pour ne pas provoquer une guerre, pour ne pas être accusé de provoquer une guerre. Vous pouvez aussi poser la question pourquoi en 2020, quand cette paix était déjà rompue, quand il y avait la guerre de 44 jours, pourquoi en ce moment-là, l'Arménie n'a pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh quand le Sénat français demandait ça? Pour deux raisons. L'Arménie pensait que sa reconnaissance seule, par l'Arménie seule, ne suffisait pas. Si elle n'était pas suivie par d'autres reconnaissances, ça n'aurait pas abouti et ça fragiliserait la situation. Après, l'Arménie écoutait aussi les médiateurs, y compris la France, qui demandaient justement de ne pas reconnaître l'indépendance pour donner une chance aux négociations. Donc c'est pour donner une chance à la paix, une chance aux négociations, une chance aux médiateurs et à la coprésidence du groupe de Minsk que l'Arménie n'avait pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. On peut maintenant se poser la question, et on se pose la question, est-ce qu'on avait eu raison, est-ce qu'on n'avait pas eu tort? Mais malheureusement, il y a des moments d'histoire qui ne peuvent pas être rattrapés. Si vous me permettez aussi un mot pour le rôle de l'Union européenne. Le professeur Tortri, M. Alexandre Saradian ont rappelé les accords gaziers entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Vous savez, finalement, les experts sont là pour dire l'Azerbaïdjan n'a pas autant de quantité de gaz pour le vendre en Azerbaïdjan. C'est le gaz russe qu'il fait transiter par ses propres tuyaux. Et nous sommes dans une situation où il y a aussi une hypocrisie, où on fait semblant de penser, de croire qu'il s'agit de gaz russe, mais au fond, tout le monde le sait, qu'il s'agit du gaz russe. Bien sûr, ça aide la Russie de continuer à revendre son gaz à un prix plus fort qu'initialement, et ça permet à l'Azerbaïdjan de renforcer ses cartes stratégiques, auprès notamment de l'Union européenne. Après, si je pourrais citer Sylvain Tesson qui disait « Je préfère avoir un peu froid que de me chauffer par le gaz azéri ». Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très... En fait, en France, heureusement, on ne se chauffe pas par le gaz azéri. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. À vous, Monsieur Tortri. Merci. Donc, je constate que j'avais un petit peu anticipé la question, mais je vais donner quelques éléments complémentaires. En écoutant Madame l'ambassadrice, il y a aussi un contexte régional et international qu'il faut prendre en compte sur la reconnaissance ou non de l'indépendance du Haut-Karabakh, puisqu'il y a toute cette question, la reconnaissance des territoires que certains appellent séparatistes, ou voilà, des États de facto. Enfin, il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés. Or, dans la région du Sud-Caucase, il y a deux territoires séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, dont l'indépendance a été reconnue par la Russie. Et évidemment, elle ne l'a pas été par les Occidentaux, et d'ailleurs par la quasi-totalité de la communauté internationale. Évidemment, l'Arménie, potentiellement reconnaissant l'indépendance du Karabakh, se mettait un petit peu dans le même dynamique que la Russie. Donc en termes de... Voilà, c'était pas forcément aussi... cet aspect-là peut jouer aussi, parce que toute cette question de la reconnaissance des territoires disputés ou séparatistes, elle est extrêmement complexe. Et on sait bien, par exemple, que ce qui s'est passé en Géorgie est un écho lointain aussi de la question du Kosovo avec la Serbie. Donc ce sont des questions qui sont très sensibles et complexes. Pour revenir sur le rôle de l'Union européenne, de l'Europe, on va dire, et de la France, je ne vais pas forcément en reparler de manière... J'ai déjà donné des éléments. Donc pragmatique et énergétique, on l'a évoqué à nouveau. Effectivement, en plus, il y a un jeu. L'Azerbaïdjan, en fait, n'a pas les capacités, je l'avais déjà évoqué tout à l'heure,
une capacité limitée en fait d'exportation du gaz. Et donc il y a un jeu, l'Azerbaïdjan importe en réalité du gaz russe pour ses besoins internes, pour exporter plus de gaz, disons, vers l'Europe. Donc il y a une hypocrisie collective à cet égard. Mais au-delà de la question gazière, il y a aussi une profondeur historique des 30 dernières années qui joue dans ce conflit, parce que à l'origine du conflit, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été évoqué, le centre soviétique est plutôt défavorable aux revendications arméniennes, y compris parce qu'il perçoit ça comme une déstabilisation du système. Il se trouve que le système il s'effondre quand même, hein, et donc c'est pas, pour le coup, c'était pas ça qui a permis de le maintenir. Mais une fois que l'Union soviétique s'est effondrée, Moscou, c'est plus la capitale de l'Union soviétique, qui a c'est sa logique propre, ça devient la capitale de la Russie. Et la Russie de Boris Eltsine souhaite rester une puissance dominante dans ce qu'elle appelle son étranger proche. Et dans le Sud-Caucase, elle perçoit l'Arménie comme un allié naturel pour différentes raisons, y compris parce que l'Arménie est assez isolée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et donc elle va aider l'Arménie dans son combat face à l'Azerbaïdjan pour des raisons très pragmatiques. Ce n'est pas par altruisme particulier. Et à partir de ce fait, se construit progressivement ce que certains ont pu appeler des axes, c'est un peu exagéré, mais disons une logique qui fait que l'Arménie est plutôt considérée dans le camp de la Russie, y compris parce que effectivement elle adhère à l'organisation du traité de sécurité collective, qui est l'organisation régionale dominée par la Russie dans le domaine de la défense, y compris parce que plus tard il y aura des débats très virulent en Arménie de savoir si elle doit rejoindre l'Union économique eurasiatique, ce qu'elle fera par ailleurs, alors que par exemple le Premier ministre arménien actuel, à l'époque dans l'opposition, avait plutôt été opposé à cette perspective. Et donc l'Arménie est vue de l'extérieur, considérée comme un État fidèle à Moscou. Et de l'autre, il y a une sorte de pénétrante occidentale dans le Sud-Caucase, très largement menée par les États-Unis et la Grande-Bretagne au travers des firmes pétrolières qui s'implantent à Bakou et qui construisent au fil des années un axe Bakou, Tbilissi, alors après on a Céan pour le pétrole, mais enfin voilà un axe Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie, en fait, qui est plutôt soutenu en tout cas dans un premier temps par les Occidentaux. Et du côté arménien, donc on a Moscou qui est le principal allié pendant longtemps, et puis on a un autre État au sud, on le voit sur la carte avec une frontière assez restreinte mais stratégique, c'est l'Iran. Et il se trouve que l'Iran, pour différentes raisons, tout particulièrement parce que l'Iran a une communauté azérie extrêmement importante, il y a plus d'Azéris en Iran que a priori, hein, parce que les chiffres sont difficiles, les chiffres sûrs sont difficiles à avoir, à connaître, mais il y a une très importante communauté azérie en Iran. Et l'Iran voit d'un mauvais œil l'indépendance de l'Azerbaïdjan et ses velléités, en plus plutôt panturquistes que de solidarité chiite, hein, parce que c'est assez complexe. Les Azéris sont certes de langue très proche des Turcs, il y a intercompréhension, mais font partie de la branche de l'islam qui n'est pas partagée par la majorité des Turcs. Et donc l'Iran est plutôt favorable à l'Arménie dans la région. Et donc un des partenaires importants de l'Arménie dans la région, c'est l'Iran. Et donc vous voyez bien que pour les Occidentaux, on connaît les relations extrêmement complexes et difficiles de l'Occident et notamment des États-Unis avec l'Iran. Avec la Russie, ça a été différent pendant en gros 2 décennies. Les relations étaient un peu plus constructives, on va dire. Mais disons que ça ne facilite pas évidemment l'engagement européen occidental en faveur de l'Arménie, ce contexte très particulier qui n'a pas été recherché par l'Arménie. L'Arménie s'est appuyée sur les partenaires qu'elle a trouvés au moment où
où elle en avait besoin de manière vitale. Et ce qui se joue à l'heure actuelle est extrêmement complexe parce que le Premier ministre arménien souhaite rééquilibrer ses relations, notamment avec Moscou, pour différentes raisons, y compris parce qu'il considère que Moscou n'a pas joué le jeu d'un véritable allié dans cette affaire. Mais ce qui rend les choses très complexes, c'est que, sinon changer d'alliance, du moins rééquilibrer ses alliances en pleine période de conflit, c'est extrêmement risqué, évidemment. Changer de partenaire principal dans la région, à un moment aussi porteur de tensions, c'est très complexe. Et puis deux, il n'est pas certain que si demain, admettons, l'Arménie se tourne entièrement vers l'Occident, elle bénéficie véritablement de son aide. Parce que pour accéder au Sud-Caucase, très largement, les Occidentaux sont dépendants de la Turquie. Et donc, la situation de l'Arménie au niveau géopolitique est extrêmement complexe. Et donc, il faut vraiment une politique extrêmement prudente pour pouvoir se retrouver dans ce contexte extrêmement difficile. Alexandre, vous avez la parole. Les Arméniens, l'Artsakh, l'Arménie, tant de dangers. Sylvain Tesson, que Madame l'ambassadrice a cité, et qui était venu à la salle Gaveau lors d'un événement que vous avez organisé, disait et le répète toujours que l'Arménie, c'est l'ombre projetée de l'Occident, de l'Europe, en Orient. Donc c'est un point, là où il y a des flèches à côté, un point géographique. Un point parce que l'Arménie, c'est donc un avant-poste de notre civilisation là-bas. Sylvain Tesson le rappelle assez souvent, et ça, c'est également la situation qui est en train de se passer là-bas. Puisqu'on parle de l'Artsakh, mais l'Arménie, et sur cette carte, vous le voyez, a subi des attaques aussi. C'est donc, on y reviendra plus tard sur, il me semble, les injonctions pan-turques. Mais il faut savoir que la place de la France, elle est fondamentalement aux côtés de ce pays. De par la chrétienté, qui est ancienne, on a la première nation chrétienne d'un côté, la fille aînée de l'Église, comme le rappelait monsieur le sénateur. Mais on a aussi, et surtout, la France, qui est le phare du droit, le phare de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui s'applique en grande partie aujourd'hui dans le monde occidental. Et c'est devenu un enjeu, si vous voulez, la survie de l'Arménie, parce que l'Arménie est une singularité au milieu des satrapies, des mondes musulmans, de tous ces mondes qui sont souvent dictatoriaux. On a une petite démocratie au milieu, une démocratie qui partage un très grand nombre de liens avec la France, comme nous l'avons rappelé, et un très grand nombre d'intérêts, si on peut dire, qui sont similaires d'un point de vue intellectuel, artistique, mais pas que, puisque la France, au grand regret de beaucoup de personnes, n'a pas concrètement d'intérêt militaire, ou très peu, là-bas, en Arménie, malgré l'implantation très récente, il me semble, de Thalès et une convention. Et donc il y a ce territoire-là qui a souvent été considéré comme l'étranger proche pour l'Union soviétique, pour de nombreux empires. Assez étonnamment, la France a été, au sortir de l'indépendance de l'Arménie, assez absente, on va dire, concrètement sur le terrain, alors qu'elle était présente on va dire, de différentes façons, par le groupe de Minsk, par de nombreuses coopérations. Mais là, on a, à mon sens, un véritable intérêt à aller, en tant que Français aussi, sur ce territoire-là, en constituant de nouveau un mouvement arménophile. Et ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et c'est à nous, aussi bien étudiants qu'engagés politiques, qu'engagés associatifs, de recréer ce mouvement arménophile en France, à l'image de ce qui fut, et Sylvain Tesson le rappelait, le mouvement philhelléniste, qui remonte il y a très longtemps et qui a été poussé par Lord Byron, et qui, à l'époque, avait poussé une légion de personnes très hétéroclites qui se sont retrouvées à défendre les Grecs face aux Turcs.
Et il y a un mouvement similaire qui s'est créé, comme Madame l'ambassadrice le rappelait, un peu avant le génocide arménien, avec ce mouvement arménophile. Donc nous avons ce devoir-là, avec des personnalités ici présentes, mais comme Jean-Christophe Buisson, comme Sylvain Tesson, comme Michel Onfray, tant d'intellectuels, c'est à nous, c'est à vous aussi, étudiants, je pense, de recréer ce mouvement arménophile, et c'est en ce sens que j'y vois, on va dire, la place de la France. Merci beaucoup, Alexandre. Monsieur le Président. Alors, pour ramasser le propos, quitte à le caricaturer un peu, quels sont les termes du conflit? Vous l'avez compris, une dimension civilisationnelle, ottomane, musulmane, versus chrétienne. Une dimension politique, d'organisation de la société. D'un côté, une démocratie, l'Arménie. De l'autre côté, un État autoritaire, une transmission de père en fils du pouvoir. C'est ce qu'on appelle le népotisme. Et enfin, de l'autre, une nation, une vieille nation, contre un empire. Puisque l'objectif de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, c'est le pan-turquisme, c'est de se relier. C'est pour ça que la seule question du Haut-Karabakh est insuffisante à éclairer la question arménienne, puisque derrière il s'agit de faire sauter un verrou et de relier directement dans le pan-turquisme la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà les termes du conflit. Aujourd'hui, où on en est? Il y a la question du Haut-Karabakh. C'est une épuration ethnique. Et c'est peut-être un génocide qui se prépare. Puisque le Haut-Karabakh est relié par l'Arménie par un couloir de la Chine. La charge de la sécurité, du trafic, de la circulation de ce couloir, selon les accords de cessez-le-feu de novembre 2020, c'est la Russie. La Russie joue double jeu. La Russie a remis le contrôle du couloir de la Chine aux Azéris. Résultat, les Azéris bloquent la circulation de vivres, de produits de première nécessité, de médicaments. On a, il y a quelques jours, tenté de faire passer un convoi humanitaire qui a été bloqué. Voilà. Résultat, 120 000 personnes, 30 000 enfants, qui sont en train d'être affamés au su et aux yeux de tous. Les fausses couches ont été triplées. Le premier mort par malnutrition est arrivé il y a quelques jours. On en est là aujourd'hui. Et au-delà de la question du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, ce sont 140 km² de souveraineté arménienne qui ont disparu. Parce que les Azéris attaquent pas seulement le Haut-Karabakh, soi-disant leur possession territoriale, peuplée d'Arméniens majoritairement. Ils attaquent désormais, en violant le droit international, la souveraineté arménienne. Qui fait quoi? Le groupe de Minsk, c'est l'échec. C'est l'échec. Il y avait la Russie. La Russie poursuit des objectifs peu compréhensibles, joue double jeu. Elle joue contre l'Arménie. Elle joue pour l'Azerbaïdjan. Les États-Unis sont obnubilés par la Russie. Peu importe de ce que représente l'Arménie, je doute que Joe Biden sache vraiment si l'Arménie est dans cet endroit du monde ou est en Afrique. J'en doute. Mais sérieusement. Il reste la France. La France, et Dieu sait si je n'ai pas à me voir attribuer de certificat d'opposition à Emmanuel Macron, puisque je suis un des opposants résolus, mais il a tenté un certain nombre de choses. Lorsqu'on est parti il y a quelques jours en Arménie, sentant sans doute qu'on y partait, il a eu une déclaration en disant « je vais prendre une initiative ». C'est vrai que les initiatives ou l'initiative d'ampleur, il en prend quelques-unes, mais il a eu cette phrase-là. Je l'attends encore. Moi, ce que je demande à la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est de déposer sur le bureau du Conseil de sécurité de l'ONU une résolution. Une résolution pour placer le couloir de la Chine pour des raisons humanitaires sous le contrôle international. Sous le contrôle international. Non pas pour y faire passer des troupes, pour y faire passer des vivres, pour y faire passer des médicaments. C'est ce que je demande à la France. La France ne s'est pas déshonorée. Celle qui s'est déshonorée, c'est l'Europe. Et c'est Mme von der Leyen. Comment expliquer ce deux poids, deux mesures? Les sanctions européennes, à juste titre, légitimes, contre l'agression. Moi, je suis souverainiste
d'obédience, si j'ose dire, en tout cas dans ma trajectoire politique. Je crois à la souveraineté des nations. Et je crois que la souveraineté en droit international est quelque chose d'inviolable. La Russie viole la souveraineté ukrainienne, c'est une violation du droit international. Bien. Même chose en Arménie, mais on ne fait rien. Pas de sanctions, pire même. On va à Bakou, vous avez vu sur la photo, et on signe un accord gazier qui va détourner les sanctions que l'Europe elle-même inflige, et l'Occident, à la Russie. Puisque l'Azerbaïdjan, en réalité, écoule du gaz russe. C'est incroyable, comme si ce deux poids deux mesures faisait que la souveraineté arménienne ne valait pas la souveraineté ukrainienne. Comme si les souffrances arméniennes ne valaient pas les souffrances ukrainiennes. C'est ce qui me révolte. La question que je me pose encore, et je la résous en même temps que je me la pose, c'est qu'on voit bien là que l'Europe ne parvient plus, cette Europe-là, cette construction européenne, et je parle à quelques heures du discours sur l'état de l'Union que Mme von der Leyen a prononcé hier. L'Europe ne parvient plus à penser, ni le tragique bien sûr, mais surtout à penser ni en termes de nation, puisqu'elle se veut supranationale, ni en termes de civilisation, puisqu'elle a été jusqu'à financer des campagnes de publicité où s'affichait ce slogan « La liberté est dans le hijab ». Voilà. Merci, Monsieur le Président. Toujours un coup d'avance sur mes questions. Car je vais être très honnête avec vous. Il va nous rester légèrement moins d'un quart d'heure. Dans ce quart d'heure, ce que je vais vous demander, c'est assez technique. Ça va être, si vous souhaitez, ça va être conclure sur le thème de votre choix. Et quel est votre dernier mot à dire aux Icéciens qui sont devant vous? On commence par vous, Madame l'ambassadrice. Merci. On n'a pas trop respecté peut-être l'ordre des questions. Je disais tout à l'heure que la présence de la France au sein de la coprésidence du groupe de Minsk, donc parmi les médiateurs, était rassurant pour l'Arménie, était un gage que les intérêts arméniens ne seraient pas bafoués. C'est aussi le cas aujourd'hui. Et que le président de la République qui prend des initiatives, qui souhaite prendre des initiatives, ça rassure l'Arménie, ça nous donne de l'optimisme que les intérêts arméniens ne seraient pas bafoués. Le seul problème, c'est qu'en face, nous avons un pays, l'Azerbaïdjan, qui n'a non seulement payé aucun prix, ni diplomatique, ni économique, rien, ni politique, pour les guerres d'agression qu'il a lancées, mais continue à profiter justement en contrepartie des contrats gaziers et autres. Et donc, s'il n'y a pas, l'Arménie souhaite de tout cœur que les efforts de la France réussissent, que l'initiative du président de la République aboutisse et qu'on puisse enfin trouver une paix juste, un règlement juste du conflit du Haut-Karabakh et que dans l'immédiat, dans l'urgence, ce corridor de la Chine, qui est le lien unique qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie et au reste du monde, puisse être ouvert parce qu'il y a 120 000 personnes qui sont au bord de la famine, qui sont dans la détresse, dans la privation absolue de médicaments, de nourriture, de libre circulation, des droits les plus élémentaires et de dignité. Mais l'Arménie, en Arménie comme en Vendée, nous connaissons les souffrances, mais nous connaissons aussi l'esprit de résistance et l'esprit de résurrection. Donc je pense, je garde l'optimisme et je pense qu'aujourd'hui, même si vous permettez, je vais... le professeur Turtry disait que début du XXe siècle, en 1920, l'Arménie a été malheureux par le départage de la région, des provinces, etc., parce qu'il y avait une alliance tactique entre la Russie et la Turquie. La Russie bolchevique et la Turquie kémaliste. Aujourd'hui, à un siècle d'intervalle, on se retrouve dans les mêmes schémas. Pour des raisons tactiques ou peut-être un jour stratégiques, on saura encore, on ne sait pas encore,
la Russie et la Turquie sont toujours en alliance. Et ce qui s'est produit au début du XXe siècle, où les régions arméniennes étaient sacrifiées au nom de la solidarité, au nom de l'alliance russo-turque, aujourd'hui, le président Rataillot disait aussi la Russie joue clairement le jeu de l'Azerbaïdjan. Le président de la République française l'avait rappelé encore il y a un an, la Russie joue clairement le jeu de l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, cette souffrance de l'Arménie, cette souffrance du Haut-Karabakh, c'est aussi le résultat de cette alliance entre la Russie et la Turquie. Le président Erdogan avait rappelé il y a quelques années, au moment de reconversion de Sainte-Sophie en mosquée, que son vœu le plus cher, c'était la restauration de l'Empire turc qui irait de l'Andalousie jusqu'à Bukhara. Avant lui, c'est un autre président turc, M. Demirel, qui disait que son rêve, c'est la restauration de la Turquie qui irait du Portugal jusqu'à la muraille de la Chine. Donc aujourd'hui, quand on regarde la carte, l'Arménie et le Haut-Karabakh, c'est un verrou dans ces projets pan-turquistes qui a assuré une continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et donc la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Asie centrale, qui irait jusqu'à la muraille de la Chine. Donc aujourd'hui, c'est ce verrou, et Bruno Rataillot l'a rappelé à juste titre, et permettez-moi de reciter encore Sylvain Tesson qui disait « L'Arménie est une anomalie ». C'est une anomalie chrétienne dans le monde musulman, c'est une anomalie démocratique dans une région où ce sont les autocraties et les dictatures qui règnent. Donc aujourd'hui, cette anomalie démocratique, cette anomalie civilisationnelle, elle a besoin d'un soutien. Et la présence de la France à ses côtés, aujourd'hui, nous paraissent vitale pour la survie de l'Arménie, pour préserver cette démocratie, cette petite république, ce petit État de cette vieille nation, dans cet endroit extrêmement stratégique, à la croisée des trois empires, qui ne portent plus le nom empire, la Russie ne s'appelle pas l'empire tsariste, la Turquie ne s'appelle pas l'empire ottoman, et l'Iran ne s'appelle pas l'empire perse. Mais ces trois pays qui ont préservé quand même l'esprit de l'empire, les modes de fonctionnement impériaux, et donc, préserver cet îlot, préserver cette anomalie, préserver cette présence, cette ombre de l'Occident projetée en Orient, cette partie de nous-mêmes, comme le disait aussi le président de la République l'année dernière. Et donc, je pense que c'est important, ça représente quelque chose, et aussi civilisationnellement, pour l'Europe et pour la France. Et donc, mais je crois à la justice, je crois au monde juste, je crois à l'idéal d'un monde que nous avons tous en partage. Donc, surtout ici, en Vendée, je crois aussi à cet avenir qui peut être bâti en confiance, dans la dignité et avec optimisme. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. On appréciera et on saura apprécier en tout cas le parallèle que vous faites entre la Vendée et les Vendéens et les Arméniens. Je sais que le public appréciera. Monsieur Tertri, à vous, votre conclusion. Très rapidement. Tout d'abord, je voudrais dire que j'étais très heureux de participer à cette table ronde et de contribuer, j'espère qu'on a contribué à éclairer à la fois le public qui est devant nous et celui que j'espère nous regardera peut-être plus tard au travers d'une vidéo si elle est publiée, parce que ça doit contribuer à faire mieux connaître l'Arménie, sa situation géopolitique très complexe, on l'a vu, et on n'a pas tout dit, hein, il y a énormément de sujets qui pourraient encore être abordés auprès du public français qui en a bien besoin, parce que je l'évoquais précédemment, l'Arménie n'a pas la place qu'elle mérite dans l'ère médiatique française pour faire très rapide. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'Arménie, ce petit pays enclavé, hein, on ne l'a pas dit, ça nous paraît une évidence, hein, mais c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer, qui est pris en tenaille entre des puissances voisines aux intérêts divergents parfois, mais qui s'entendent souvent sur le dos de ces petits pays. Elle est un peu l'illustration aussi de la question en relations internationales
d'une vision un peu idéaliste des relations internationales et puis de la réelle politique. Et c'est un peu toujours difficile de savoir ce qui va l'emporter et par ailleurs comment un petit peu conjuguer un peu de réelle politique, parce que la géopolitique ne peut pas se construire que sur des idéaux très généreux. En général, ça se fracasse sur la réalité. Donc il faut avoir un peu des idéaux et aussi les adapter à la réelle politique. Et le cas de l'Arménie montre que c'est extrêmement complexe, surtout dans une région marquée par des conflits séculaires. Et puis enfin, je voudrais dire que l'exemple qu'on a évoqué, c'est justement celui de ce panturquisme qui a pour obstacle l'Arménie, hein, on l'a dit, et d'une Russie qui, à l'heure actuelle, est occupée ailleurs, si je puis dire, mais ça n'est pas la seule explication, hein, parce qu'en 2020, il n'y avait pas d'intervention russe en Ukraine, et l'attitude russe était à peu près la même que maintenant. Donc ce n'est pas la seule explication. Effectivement, l'explication principale, a priori, c'est que dans les choix stratégiques de la Russie, il y a l'idée que la Turquie est un dossier quand même nettement plus important que les intérêts russes dans le Sud-Caucase. Or, par ailleurs, on peut se poser la question, même d'un point de vue russe, est-ce qu'à long terme, la Russie a intérêt à ce que la Turquie ait une pénétrante stratégique jusqu'à la frontière chinoise, comme rêvé par les panturquistes? C'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Tartry, pour votre conclusion. Alexandre Saradjian. Oui, si on peut remettre les cartes, s'il vous plaît. Et je suis un peu sur les cartes quand même. J'ai envie de conclure en vidéo. C'est la toute dernière. Voilà. Si on peut activer la vidéo. Je ne sais pas si on peut. C'est possible, oui. C'est possible d'activer la vidéo. Oui. Après ? Tu peux skipper encore ? Ah. Bon. C'est pas grave, on sera peut-être privé de vidéo. Bon. On parle du... Ah oui, voilà. C'est le danger panturc en vidéo. Bonjour à tous. Je me trouve à Kapan, dans le Syunik. Je suis actuellement à une dizaine de mètres de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Je suis donc dans une zone qui est sous la menace directe de l'Azerbaïdjan, notamment de l'armée. Il y a eu encore des coups de feu aujourd'hui dans les villages à proximité. Donc Kapan est la ville principale, notamment dans le Syunik, et c'est là où les gens le vivent le plus menacé par l'armée azerbaïdjanaise. Donc là, la vidéo, elle est très simple. On a parlé du danger panturc théorique. Eh bien, je me suis rendu dans le Syunik, justement, l'an dernier. Donc, au terme de cette mission humanitaire que nous avons menée, j'ai pris l'initiative en plus d'aller dans les lieux qui étaient directement sous les feux de l'armée azerbaïdjanaise. Quand on parle d'un danger panturc, il est réel. C'est un danger qui se traduit par du harcèlement quotidien. Comme vous le voyez, ce vieux monsieur, c'est à Sotk, donc dans le Guerrahoudnik, qui est une autre région d'Arménie, où il y a eu des bombardements sur des populations civiles. L'Azerbaïdjan, donc continuité turque en quelque sorte, mène une politique de harcèlement sur les populations arméniennes. Elle mène une politique de harcèlement qui en réalité se traduit par ses revendications panturques, puisqu'il faut savoir que dans les sphères politiques azerbaïdjanaises, il y a même une prétendue république Zangezur-Göyçe, c'est la prononciation, qui a été proclamée sur le territoire du Syunik, du Vayotzor et du Guerrahoudnik arménien. Donc il y a une volonté affichée, comme vous le voyez avec le président turc derrière, qui a reconstitué avec l'un des leaders du MHP, donc Parti d'action nationaliste, qui est rattaché aux Lougri. Lougri qui ont été dissous en 2020, puisqu'ils ont mené des chasses aux Arméniens sur le territoire français. Donc ici, vous les voyez, quand on parle de danger panturc, c'est un danger qui n'est pas que théorique, c'est un danger qui est réel, parce que l'Arménie, c'est un caillou, comme on peut le dire, un verrou, comme le dit Madame l'ambassadrice, mais aussi, dans certaines sphères politiques turques, nous sommes les restants de l'épée, donc ceux qui ont survécu, ceux dont les descendants ont survécu au génocide des Arméniens. Donc,
il y a toute une politique expansionniste de cet empire, je dirais, néo-ottoman que le président turc essaie de reconstituer avec son vassal azerbaïdjanais Aliyev, et le danger est réel. Et aujourd'hui, c'était le témoignage que je voulais apporter, le témoignage qui m'a valu de me faire secouer par ma maman, parce qu'aller sur un territoire comme ça, quand vous avez 25 ans et que vous avez une mère qui est un peu protectrice, croyez-moi, ça passe pas, surtout quand elle est d'origine arménienne. Mais j'avoue que malgré tout, le danger, je me suis permis une petite pointe d'humour, parce que la situation est malgré tout grave, le danger est réel. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont arméniens. Et ça me rappelle 1915. Quand on parle aujourd'hui d'une possibilité de génocide en Artsakh, et monsieur le sénateur l'a rappelé, avec le corridor qui est bloqué aujourd'hui, encore aujourd'hui par les Azerbaïdjanais, c'est un danger humanitaire. Des gens sont morts de sous-nutrition. Des gens, une femme a vu son bébé mourir en couche. Le danger est réel et c'est un danger qui peut nous impacter, puisque l'Empire ottoman a toujours eu une vision très lointaine on va dire, de ses revendications. Donc, restons vigilants et surtout, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Alexandre. La parole à vous, cher Bruno Retailleau. Il y a quelques semaines, c'était je crois au début du mois d'août, l'ancien procureur général auprès de la Cour pénale internationale, un Argentin, M. Ocampo, a remis un rapport d'une vingtaine de pages, 28 pages je crois, et dans ce rapport, il établit qu'on est tout près du génocide, que selon la définition du génocide donnée par la Convention de 1948 de l'ONU sur la prévention et la répression des génocides, 4 sur les 5 conditions sont déjà remplies. Le fait d'infliger intentionnellement à un groupe des Arméniens des conditions d'existence, 4 conditions, qui pourraient mener à la destruction, c'est ce qui qualifie en droit international un génocide. Il y a déjà eu un génocide. Sur cette carte métaphysique du monde, l'Arménie, qui est un petit peuple, une petite nation, représente quelque chose de singulier. Et du fond de sa tombe, du fond de leur tombe, il faut que nous écoutions cette clameur de toutes ces vies anonymes qui ont été supprimées sur les routes de l'exil, de l'Exode, en 1915 et dans les années suivantes. Si vous ne devez lire qu'un livre cette année, lisez un tout petit livre de Milan Kundera, qui est désormais mort, L'Occident kidnappé. Ce livre commence, un livre qui a beaucoup influencé des grands intellectuels français, je pense à Alain Finkielkraut. Ce livre commence par ce journaliste qui est à Budapest, en Hongrie, en 1956, et qui voit les chars russes arriver, et qui télégraphie cette phrase « Nous mourrons pour la Hongrie, nous mourrons pour l'Europe ». Ce qui se passe en Arménie nous concerne. Souvenez-vous aussi de ce que Valéry, après la guerre, 14-18, avait dit en 19. Les civilisations sont mortelles. Quand on est une civilisation, on décide de vivre ou on décide de mourir. Le grand historien des civilisations, Arnold Toynbee, qui est anglais, disait « Les civilisations ne meurent pas par meurtre, on ne les tue pas, elles meurent par suicide, par manque d'envie de se prolonger dans leur propre existence. » C'est ce que nous dit l'Arménie. Et l'autre message de l'Arménie, c'est le message de Kundera. Ces petites nations qui ont été l'antichambre des pires atrocités. Hier, un génocide, aujourd'hui, peut-être demain un génocide, mais en tout cas aujourd'hui une épuration ethnique. C'est ce qui doit, en réalité, faire qu'on puisse prolonger cette amitié, cette fidélité française. C'est à vous, la jeunesse, votre nouvelle génération, de perpétuer justement ces liens multiséculaires entre l'Arménie qui a beaucoup souffert, qui est un avant-poste, comme ça a été dit, et notre pays, notre culture, la France.
Moi aussi, je suis vendéen, donc je ne suis pas habité par le ressentiment et il y a l'espérance. Le professeur disait que c'est dur dans le milieu médiatique. On a réussi un bon coup, on a réussi à imposer, à proposer, c'était accepté. Et ça a été diffusé il y a 15 jours, un grand échiquier sur l'Arménie. Ce grand échiquier sur l'Arménie, Asmik me disait tout à l'heure qu'il avait eu le double d'audience. Si vous voyez une émission en replay, faites l'émission sur le grand échiquier, il y a 15 jours, sur l'Arménie. Et là, vous pénétrerez l'âme arménienne et vous serez touché. Vous serez touché au plus profond de vous. Alors moi, ce que je propose, justement, pour qu'on puisse continuer ce que d'autres ont fait avant nous, eh bien, que demain, Monsieur le Président, l'ICES puisse établir avec une université à Yerevan, arménienne, des liens qui seront des liens qui permettront de consolider cette amitié franco-arménienne et qui nous permettront, à nous, peuple français, avec ce peuple frère qu'est l'Arménie, cette nation sœur qu'est l'Arménie, comme disait si bien Anatole France, justement, de nous lier encore un peu plus, parce que le peuple arménien porte en lui quelque chose de plus grand que lui. Il porte en lui un trésor de culture, un trésor d'humanité, dont les éclats, je crois, peuvent révéler quelque chose de nous-mêmes, de notre propre âme. Merci. Merci. Merci pour ce mot de la fin, Président. Je tiens juste 2 secondes à vous dire encore une fois tous nos remerciements de la part de l'équipe de Politeia pour cette belle soirée avec un magnifique plateau. Je pense qu'on peut tous le dire et j'espère que vous avez apprécié cette soirée. En tout cas, on vous remercie. Et puis, vive l'Arménie! Vive la France! Dérange qu'on fasse une photo avec Politeia.